Bonjour à tout le monde. On commence avec 2 minutes d'avance, qu'on perdra sûrement au fil des échanges. Julien Rioux, du coup, je suis un des animateurs de Taranis, donc le réseau des énergies citoyennes en Bretagne. Merci à Rennes Métropole de nous confier cette belle salle assez impressionnante avec beaucoup de monde. Donc merci à tout le monde d'avoir fait le déplacement. Merci à la région, à l'ADEME d'être là, et puis au SDE 35 aussi pour soutenir. Et puis merci à Énergie Partagée et Justine pour avoir rondement mené l'organisation de cette journée qui, j'espère, vous plaira. Avant de détailler un petit peu le programme et de lancer les discussions, j'accueille Olivier Dehaze, André Croc et Renaud Michel pour un petit mot d'ouverture. Bon, bonjour à toutes et tous, bienvenue à Rennes Métropole dans la salle où nous avons l'habitude avec André de nous retrouver à peu près une fois par mois pour nos conseils métropolitains. Parce que comme André, nous on a la chance d'être un peu cumulard de plusieurs fonctions. Mais qui concerne, au moins pour mon compte, très souvent les questions énergétiques, puisqu'en plus d'être vice-président à Rennes Métropole, ce qui me vaut de faire l'ouverture dans cette salle, je suis aussi président du syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine et de l'agence locale d'énergie du climat du Pays de Rennes. Donc ces trois organismes qui sont très attentifs aux questions d'énergie, aux questions d'énergie renouvelable et dans un modèle qu'on souhaite proche des territoires et proche des habitants, ce qui signifie que je suis un ardent promoteur des solutions mixtes qui puissent allier à la fois des professionnels de la création d'énergie renouvelable, parce qu'on a besoin d'eux pour leur technicité et leur capacité à faire, mais aussi les collectivités locales et les citoyens dans des modèles extrêmement mixtes. On a la chance sur le territoire de Rennes Métropole d'avoir plusieurs coopératives citoyennes ou sociétés citoyennes. Il y en a 2 dans la salle. J'ai vu des représentants de la Sirène, mais aussi de Soleil-sur-Vilaine, qui est pour partie sur le territoire de Rennes Métropole. Et c'est des modèles où on est fier de s'impliquer pour permettre des développements des énergies renouvelables, du photovoltaïque en particulier, qu'on va continuer à soutenir, même si depuis quelques jours ou quelques semaines, le modèle économique est un peu perturbé par les nouveaux arrêtés tarifaires. C'est un sujet sur lequel j'imagine vous serez content d'avoir des échanges dans la journée et où la solution est sans doute de privilégier des autoconsommations collectives, mais ça aussi, je sais que c'est un des sujets que vous aborderez dans la journée. Donc, bienvenue à toutes et tous dans cette salle de Rennes Métropole. J'espère que vous allez apprécier le cadre et je vous souhaite de très bons travaux tout au long de cette journée. J'enchaîne. Bonjour à toutes et tous. Au nom de la région, vous souhaitez effectivement le bon accueil également, puisque nous sommes en soutien de cette manifestation. Peut-être vous dire en quelques mots l'intérêt que prête la région à l'ensemble de ces travaux. Rappelez que dans le document de planification régionale, avec son acronyme affreux qui est le SRADET, la trajectoire actuelle, puisque le document sur son volet énergie-climat est en cours de modification avec un débouché normalement fin de cette année. Mais rappelez les objectifs et la trajectoire dans le SRADET actuel. Donc c'est un peu moins de 2 gigawattheures en 2030, 3 gigawattheures en 2040 et on va dire 4 gigawattheures en 2050. Donc c'est assez facile à retenir. Voilà, 1 gigawattheure tous les 1000 gigawattheures tous les 10 ans. Peut-être faire le point d'étape. Donc on est en 2024, on est loin de la cible. On est à 550 gigawattheures. On était à 550 gigawattheures de production.
Donc on voit que c'est quand même un changement d'échelle hein, sur lesquels il faut travailler, mais on pense que cet objectif, certes, il est ambitieux, mais il est réaliste, d'où le lancement de travaux il y a déjà plus de 2 ans, hein, en 2022, d'une feuille de route dite Eolbreis. Alors ça peut surprendre, mais Eol en breton, ça veut bien dire le soleil. Donc un travail qui a été largement partagé avec l'ensemble des acteurs de la filière, hein, piloté notamment par Atlanson, avec soutien de l'État, de l'ADEME et de la région, avec un certain nombre de règles d'or. Alors, je ne vais pas toutes les détailler, mais relativement, je dirais, consensuelles en Bretagne. Et puis, on avait laissé de côté le dossier moins consensuel de l'agrivoltaïsme, ou moi je préfère dire du photovoltaïque sur terre agricole, pour préciser les choses. Et là, on sait que c'est beaucoup moins consensuel. Du coup, comme c'est moins consensuel, on a engagé un travail, notamment avec les chambres d'agriculture et l'ensemble des acteurs, parce que vous savez que ces dossiers passent dans des commissions départementales, hein, dites commissions de préservation des espaces agricoles et forestiers, les CDPNAF, et que pour essayer de rendre un avis indépendamment de ce que peuvent dire strictement les textes de loi, on avait besoin, je dirais, du mode d'emploi. Et donc on travaille, et les équipes, et je remercie les équipes de la région en particulier, mais l'ensemble des équipes qui travaillent sur ce dossier depuis plus de 9 mois maintenant. On avait dû démarrer ça à l'été 2024, avec un débouché là, dans les jours qui viennent. Vous avez vu qu'en parallèle, l'Assemblée nationale s'est ressaisie du sujet, puisqu'il y a un projet de loi qui est passé en commission, qui fait beaucoup débat, puisqu'on y remet des taquets en termes de productive, etc. Bon, nous, on regarde ça avec un peu de prudence, parce qu'il faut aussi de la stabilité, et donc on est interrogatif. Pour autant, et j'en discutais justement avec Olivier il y a quelques minutes, finalement, dans les projets difficiles, que ce soit l'éolien, la méthanisation et aujourd'hui le photovoltaïque sur des terres cultivables, on peut mettre de la norme, etc. Mais moi, je pense, et je crois que Olivier, tu partages, qu'il faut aussi mettre beaucoup de gouvernance et à chaque fois se poser la question de quel est le bénéfice pour le territoire. Et que tout projet qui ne répond pas à cette première question, c'est quoi le bénéfice pour le territoire, est un projet qu'on doit questionner. Donc si on part de cet angle-là, c'est peut-être pas de savoir si ça fait 2 mégawatts, 2 mégawatts, 5 ou 10, mais c'est plutôt de savoir quel est le bénéfice sur les territoires, qui investit et quelle gouvernance on y met. Voilà, donc voilà un peu les principes qu'on pose, mais on aura l'occasion de développer tout ça dans les semaines qui viennent. Et pour cette journée, moi, je trouve que vous posez quand même le sujet dans les meilleurs termes. C'est-à-dire que quand on dit que c'est de l'énergie partagée dans des boucles locales, la question de la gouvernance et la question du bénéfice pour le territoire, elle va d'elle-même. Encore faut-il pouvoir monter ces projets, parce qu'on sait que les projets de grappe, ce n'est pas les plus simples à monter, d'où l'apport notamment de Taranis et d'énergie partagée. Et grand merci à vous pour être les animateurs et les organisateurs de cette journée. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Un petit mot également pour l'ADEME, et j'excuse la directrice régionale Jacqueline Racine qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Merci également à Rennes Métropole de nous accueillir. Cette journée, c'est un temps fort sur le sujet du photovoltaïque et des ENR citoyennes. Cette journée, pour nous, elle s'inscrit dans le partenariat qu'on a avec Énergie Partagée, entre l'ADEME et Énergie Partagée. Alors, au niveau national, et tout comme on soutient d'autres réseaux, et je pense notamment au réseau des générateurs, hein, le réseau qui accompagne les collectivités au plus près pour l'émergence des projets, eh bien, on soutient les dynamiques citoyennes dans les territoires. Alors, avec au niveau national un partenariat auprès d'Énergie Partagée pour justement permettre de l'expertise auprès des acteurs locaux, l'animation aussi de ces réseaux régionaux, et puis l'accompagnement de l'émergence des projets en eux-mêmes. Et donc, c'est quand même un partenariat qu'il faut souligner et qui est important pour nous, et qui est complété au niveau régional, aux côtés de la région, et André Croc est là pour en témoigner, du soutien qu'on a ensemble auprès de la structure régionale du réseau Taranis,
qui est coordonné par Brezalec, et également au plus près des territoires pour aider à l'émergence de relais locaux pour les ENR citoyennes. Et c'est aussi quelque chose qui est une particularité bretonne et qu'on peut souligner et qu'on inscrit donc dans le partenariat régional entre l'État, l'ADEME et la région. Ce soutien, il est d'autant plus important que, effectivement, vous l'avez déjà dit un petit peu, ça permet d'ancrer le sujet des énergies dans les territoires et au moment même où finalement ces enjeux de transition énergétique, ils sont décriés, où les moyens alloués à la transition énergétique et écologique au sens large sont pour le moins re-questionnés. Eh bien, on peut au moins se féliciter de cet ancrage territorial, parce que c'est le sujet de l'appropriation de l'énergie par les citoyens et dans leur quotidien, en fait. C'est l'énergie qu'on produit, l'énergie qu'on consomme, et ça permet de faire ce lien-là, et donc le lien avec la vie quotidienne de nous tous, hein, dans notre logement, dans notre façon d'habiter, dans notre façon de nous déplacer. Eh bien voilà, se poser la question de la façon dont on produit l'énergie, c'est aussi re-questionner la façon dont on la consomme, et pas simplement une question de compteur et de réseau qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc ce sujet-là est important. Ça permet aussi les ENR citoyennes d'embarquer des dynamiques dans les territoires, avec les collectivités, mais aussi, dans une certaine mesure, avec les entreprises. Et puis, c'est ce que permettent finalement ces grappes photovoltaïques. Hein, c'est la question de la gouvernance locale et de l'implication dans cette gouvernance. Je vais faire un tout petit pas de côté pour dire que le chantier qu'on a encore un petit peu devant nous, c'est de mettre la même énergie, si je peux dire, la même volonté, le même niveau d'exigence sur les ENR, la chaleur citoyenne. Parce que là aussi, la chaleur citoyenne, c'est la question de la ressource qui est disponible dans les territoires. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille ensemble et qui fait aussi l'objet d'un travail avec énergie partagée au niveau national et dont on parle au niveau local. Je ne vais pas être plus long, hein, donc l'objet d'aujourd'hui, c'est bien effectivement les grappes photovoltaïques et tous les débats qu'il y a dans le contexte actuel. Donc je vais simplement terminer pour vous remercier de nouveau de l'organisation de cette journée et de l'accueil dans le Rennes Métropole. Merci. Merci à vous trois. Avant de commencer dans le vif du sujet, un petit mot sur le planning. On a fait en sorte d'avoir un temps de plénière là, qui va durer 1 heure avec plusieurs intervenants. On aura une première pause si on déborde pas trop. Et après 2 sessions d'atelier le matin et l'après-midi. Et on a voulu avoir aussi des temps informels au moment du repas. Et du pot de clôture pour que voilà, vous puissiez aussi échanger entre vous. Donc voilà, des premiers ateliers après la plénière à 11h15. Je ne sais pas si vous avez pu vous repérer, on a mis des plans, sinon n'hésitez pas à nous solliciter. Et donc là, pour la plénière, on aura 2 tables rondes. Une première plutôt pour poser le contexte de la filière photovoltaïque en Bretagne et au niveau national, et zoomer petit à petit vers les projets citoyens. Donc pour la première table ronde, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir Clara d'Atlanson, Morgane de Centrale Villageoise, l'association nationale, et Justine d'Énergie Partagée. Clara, je te laisse la zapette pour être... Ouais, je te remercie. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Du coup, je te laisse te présenter et puis dire un mot peut-être sur Atlanson. Ça marche. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Clara Bosnet, je suis chargée de mission photovoltaïque pour l'association Atlanson. Et sans plus attendre, je vais présenter Atlanson. Donc Atlanson, c'est une association loi 1901 qui existe depuis 2012 en Bretagne et en Pays de la Loire. C'est une association qui est pensée comme un réseau d'acteurs de la filière solaire, que ce soit photovoltaïque et thermique, et avec des acteurs publics et privés. Donc on a un certain nombre de membres, à peu près 300 là en 2025, essentiellement des entreprises de la filière donc photovoltaïque et solaire thermique, que ce soit des installateurs, des industriels, des bureaux d'études, des fabricants. Mais on a aussi la spécificité d'avoir des acteurs publics, les syndicats d'énergie en Bretagne et en Pays de la Loire, mais aussi un certain nombre de PCI.
Et ensuite, on a d'autres types de membres, que ce soit le réseau des bailleurs sociaux en Bretagne, qui s'appelle l'ARO HLM Bretagne, des acteurs associatifs, etc. etc. Comme je le disais, on est présent sur 2 régions et on a des financements. On est à 70% sur fonds publics et 30% à peu près sur les adhésions de nos membres. Et sur les fonds publics, on a des aides de la région Bretagne et Pays de la Loire, de l'ADEME, plus sur la partie fonds chaleur pour le solaire thermique, et des fonds européens aussi côté région Bretagne. Pour vous donner un peu une idée, donc ça c'est nos 4 grands axes stratégiques et un peu notre raison d'être. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais pour schématiser un petit peu, on a 2 objectifs à Atlanson. Le premier, c'est de représenter et de défendre un peu la filière solaire au niveau local. Donc que ce soit faire passer des messages au niveau national ou accompagner le bon développement de la filière. Mais on a aussi un rôle auprès de porteurs de projets et de sensibilisation et d'acculturation au solaire. Alors, on ne va pas faire le travail d'un bureau d'études, une étude de faisabilité par exemple, mais on est là pour sensibiliser au premier niveau et apporter un premier niveau d'information. Voilà, synthétique. Ouais, merci. Du coup, Atlanson n'a pas forcément un rôle d'observatoire à proprement parler, mais on t'a confié la lourde tâche de nous présenter quelques indicateurs sur l'évolution de la filière au niveau national et au niveau régional. Donc je te laisse nous donner ces quelques chiffres. Une petite introduction, on voulait faire un petit état des lieux de notre avancée au national et en Bretagne sur le photovoltaïque. Je commence vraiment sur le spectre national, donc avec l'évolution de la puissance photovoltaïque installée. Là, c'est l'instant graphique, hein, donc accrochez-vous. Juste pour dire que voilà, aujourd'hui, fin 2024, on est à plus de 23 gigawatts crête installés en France. Donc on a fait quasiment x3 depuis 2014. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Si je zoome sur la région Bretagne, là on est en mégawatts crête installés. C'est forcément un peu plus raisonnable qu'au niveau national. Et pour vous montrer un peu la dynamique actuelle, aujourd'hui on a un parc de 772 mégawatts crête à la fin de l'année 2024. Et là où entre 2014 et à peu près 2020, on progressait assez lentement et petit à petit, depuis 2021, on observe quand même un nombre de mégawatts crête installés qui augmente plus rapidement, avec un peu un record là fin 2024, parce qu'on a dépassé les 200 mégawatts crête installés entre 2023 et 2024 pour la première fois. Tout à l'heure, André Croc parlait des objectifs du SRADET. Et bien là, en 2024, c'est la première fois qu'on dépasse l'objectif annuel qui est fixé dans le SRADET pour le photovoltaïque. Donc bravo aux Bretons, c'est pas mal. Maintenant qu'on a parlé un peu de puissance installée au global, je voulais qu'on regarde un peu plus près la répartition par puissance, parce qu'il y a quand même des spécificités dans les territoires et c'est intéressant. À gauche, vous avez la puissance installée en gigawatts crête en France par segment de puissance. Donc en gros, si je résume, les parties vertes, ça va être entre 500 kW crête et 5 MW crête, donc c'est les parcs plus gros. Et tout ce qui va être en bleu foncé et clair, c'est le 0 à 500 kW crête, donc plus tout ce qui va être segment tarif d'achat. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'au national, la part des gros projets est quand même beaucoup plus importante qu'en Bretagne, où on a la spécificité, c'est vrai aussi en Pays de la Loire et dans d'autres régions limitrophes, d'avoir un plus grand nombre de petites puissances, de 0 à 36, de 36 à 100 et de 100 à 500. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose qui est vrai dans pas mal de régions françaises finalement, mais la part nationale, la part aux plus grosses installations nationales, c'est surtout le fait qu'on a plus de gros parcs dans le sud de la France qui du coup prennent une grosse part dans la représentation nationale. Mais si vous allez en Pays de la Loire, par exemple, en Normandie ou même plus dans l'Est, ça va plus être des répartitions comme on voit en Bretagne avec plus de petites installations. Ensuite, on est là aujourd'hui pour parler d'autoconsommation collective, mais je trouvais ça intéressant aussi de le remettre un peu en perspective par rapport aux modes d'injection. J'ai pris les modes d'injection en Bretagne entre 2020 et 2024. On pourrait le faire dans une autre région de la France, c'est à peu près similaire. Mais pour montrer que là, vous avez en bleu les
installations en vente totale, donc en injection totale sur les réseaux. En vert, l'autoconsommation avec vente de surplus. Et en orange, l'autoconsommation totale. Et on voit bien que pour l'instant, on est quand même toujours sur une surreprésentation de l'injection totale et encore assez peu d'autoconsommation avec vente de surplus et d'autoconso totale, même si on voit que progressivement, sur ces dernières années, ça augmente un peu. Mais voilà, c'est aussi une réalité du tarif d'achat qui pouvait être intéressant en 2020, 2021, 2022, etc. Et on voit que ça change un peu, mais qu'on est encore sur un parc qui est en majorité sur de l'injection totale. Et merci Attention. pour cette petite introduction chiffrée. Là, on a réussi l'exploit de tenir 20 minutes sans parler de S21, mais c'est maintenant. C'est le moment. C'est maintenant, Clara. Alors, oui, on voulait faire un petit point sur l'actualité S21 parce que c'est sûr que ça va être un sujet sur la prochaine table ronde et sur toute la journée. Je vais commencer un peu par faire un rappel du calendrier parce que c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup de choses de dites. Je voulais un peu remettre un peu les faits dans ce qui s'est passé dernièrement. Donc en fait, notre petite épopée commence en décembre 2024 où il y a eu une consultation auprès de la filière pour recueillir les avis sur l'évolution des dispositifs de soutien. C'était surtout les grands syndicats nationaux qui ont été concertés à ce moment-là. Oui, je suis politiquement correcte, mais oui. Fin janvier, donc, la Commission de régulation de l'énergie a informé du report de la publication des tarifs et des primes, parce qu'on devait avoir des nouveaux tarifs à partir du 1er février, et donc la CRE à ce moment-là a dit que ce serait reporté. Et en parallèle, le gouvernement a commencé à travailler sur une évolution des dispositifs. Le 12 février est un peu une date charnière parce que les premières annonces ministérielles sur les changements ont été pas annoncées de façon écrite, mais communiquées aux structures représentantes de la filière. Et c'est là où on a commencé à avoir une mobilisation de la filière, où vous avez sûrement commencé à avoir des articles sortir sur le sujet avec des premières annonces. Voilà. Mais finalement, entre ça, il s'est passé un bon mois et demi avant qu'on ait l'arrêté écrit le 26 mars 2025 pour la publication de tarifs jusqu'au 30 juin 2025. Donc voilà un peu sur comment ça s'est passé. Et là, sur le contenu de l'arrêté, alors je ne pourrais pas être exhaustive, mais je voulais vous donner un peu les grandes tendances. Ensuite, j'ai un petit tableau avec les tarifs qui est un petit peu barbare, mais je voulais faire déjà un petit point sur les changements principaux. Sur le 0,9 kW crête, déjà un des grands changements, c'est que sur ce segment-là, il n'y aura plus de vente totale soutenue, uniquement de l'autoconsommation. Et en plus de ça, c'est là où les tarifs ont été le plus impactés, avec une division par 2 de la prime sur l'autoconsommation et une division par 3 du tarif. Je vous le montrerai après dans mon petit tableau. Et un autre point, là, c'est pas sur l'arrêté à proprement parler, mais c'est un sujet qui fait couler aussi beaucoup d'encre. C'est l'annonce de la TVA à 5,5 pour les installations de cette taille-là. C'était une annonce qui a été faite avec le projet sur de la loi finance. Et simplement pour dire que pour l'instant, cette annonce-là, il n'y a pas de texte officiel qui est sorti. A priori, ce ne serait pas sur toutes les installations, mais uniquement les installations avec des systèmes de stockage. Et encore une fois, ça, ce n'est pas encore sorti officiellement. Voilà, je voulais le redire parce qu'on voit aussi beaucoup de choses qui sortent à ce sujet-là, mais dans les faits, on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer. Mais en tout cas, cet effet d'annonce aussi a eu un impact plutôt négatif sur les entreprises, parce qu'en fait, on sait déjà que ce ne sera pas avant le 1er octobre 2025, ça a été annoncé déjà il y a un mois. Donc tout le monde est un peu dans un attentisme d'avoir ce dispositif-là de la TVA à 5,5. Et donc en attendant, les installateurs sur ce segment de puissance se retrouvent avec des projets qui sont plutôt mis en pause pour certains. Donc cet espèce de décalage a un impact un peu négatif. Sur le segment de 9 à 500 kW crête, finalement, pas trop de changements sur les tarifs, voire même pas du tout pour l'instant. Parce que c'est un segment qui a été peu mobilisé finalement
ces derniers temps sur le S21. Et je dis pour l'instant parce qu'on peut peut-être s'attendre, vu ce qui a été annoncé sur le 100-500, je vais y revenir juste après, à ce que ce segment 9-500 kW crête soit plus... 900, pardon, merci. Soit plus mobilisé dans les mois, années à venir, et que du coup, on revoit une baisse de ce tarif-là à moyen terme. Mais pour l'instant, on n'a pas trop de changements sur ce segment-là. Et enfin, pour le 100-500 kW crête, là, on a une baisse du tarif qui est quand même significative. Et surtout, la grosse annonce, c'est que après le 30 juin 2025, ce segment-là va passer en appel d'offres simplifié. C'est-à-dire en appel d'offres comme sur le supérieur à 500 kW crête. Simplifié, on ne sait pas trop encore ce que ça veut dire. A priori, ce serait l'instruction qui serait simplifiée. Aujourd'hui même, il y a un groupe de travail qui se lance au niveau de la DGEC pour travailler sur ces appels d'offres simplifiés. Pour l'instant, on n'en sait pas vraiment plus. On sait que ça devrait arriver après le 30 juin 2025, mais on ne sait pas vraiment quand. Voilà, donc encore beaucoup de mystères là-dessus. Et pour finir, donc là, c'est un tableau qui est extrait d'une fiche pratique qu'on a fait chez Atlanson au sein de notre centre de ressources sur l'arrêté S21. Donc il faut regarder, en fait on a laissé aussi les anciens tarifs pour pouvoir comparer et on peut prendre la ligne du 1er avril 2025 au 30 juin 2025 pour voir un peu la modification des tarifs. Si on regarde sur le tableau du haut, sur l'encadré en rouge que j'ai fait, on voit surtout, donc on va se concentrer sur la vente avec injection de surplus du coup. Donc on voit le changement du tarif à 4 centimes du kilowattheure sur les installations de 0 à 9 kW crête avec une prime qui passe à 80 euros du kW crête, là où elle était précédemment à 210 et le tarif était à 12,69 centimes du kilowattheure. Donc on a quand même un gros changement, quoi. Et ce qui met un peu d'originalité dans la dynamique qu'il y avait avant, parce que si on regarde la prime sur le segment 9,36 ou même 9,36, on voit qu'il est la prime est à 190 euros du kilowatt crête. Et en fait, on a un peu cassé la dynamique qu'il y avait auparavant où la prime était moins élevée plus élevée pour les petites puissances et moins élevée pour les grandes puissances. Là, on a une prime sur le 0,9 qui est plus petite que sur le 9,36. Donc on casse un peu la logique d'avant. Voilà, donc ça c'est un peu étonnant quand même. Donc on verra ce que ça donne. Et pour finir, sur le 100-500, donc on passe à 9,5 centimes du kilowattheure avec évidemment comme avant le coefficient d'indexation. Mais par contre, on ne connaît pas. Donc ce 9,5, c'est si vous avez votre mise en service le même trimestre que votre demande complète de raccordement, ce qui dans les faits n'arrive jamais sur ces segments de puissance. Donc en fait, on ne connaît pas pour l'instant, il sera apparaître prochainement le tarif qui sera appliqué lorsque vous avez votre demande complète de raccordement et votre mise en service au trimestre plus 1, donc à 6 mois, ou au trimestre plus 2. Donc voilà, on a un ordre d'idée du tarif, mais pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, encore pas mal de mystères sur ce tarif d'achat. Le tarif d'achat est un sujet, mais il y a un sujet un peu plus gros derrière qui se cache, c'est celui de la programmation pluriannuelle de l'énergie, et notamment les volumes qui sont attribués au photovoltaïque. Donc là, je vous ai remis un petit graphe pour montrer un peu ce qui s'est passé au niveau de la PPE 3 entre fin 2024 et 2025. Fin 2024, on avait un objectif de 7 gigawatts par an et un objectif à l'horizon 2035 de 100 gigawatts. En 2025, on se retrouve avec un gâteau un peu moins gros sur le photovoltaïque à raison de 5 gigawatts par an et un objectif à 2035 de 65 gigawatts crête. En plus du fait que le gâteau était réduit, les parts dans le gâteau sont plus exactement les mêmes. C'est un peu les couleurs là qu'on a représentées. En gros, vous avez en jaune les petites et moyennes toitures et en bleu clair les petites installations au sol de moins d'1 mégawatt crête. En vert, vous avez les grandes installations au sol de plus d'1 mégawatt crête
Et en vert bleu, les petites installations au sol, pardon, et le... Attendez, même moi je m'y retrouve plus. Non, les grandes installations aux toitures, pardon, c'est le bleu ciel, et le bleu foncé, c'est les petites installations au sol. Donc on voit qu'entre fin 2024 et 2025, on a une part réservée aux grandes installations au sol qui a augmenté et une part pour les petites et moyennes toitures qui a baissé. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est aussi intéressant de l'avoir en tête sur les ordres de grandeur, ce qui explique aussi derrière ce qui se passe avec le S21. Pour montrer un petit peu ce que ça pourrait impliquer, on s'est amusé chez Atlanson à prendre le parc mis en service en 2024, donc c'est ma deuxième colonne à droite. En face, au milieu, vous avez les données cibles annuelles proposées par le gouvernement sur la nouvelle PPE. Et on a croisé ces informations pour... en fait, si on prend par exemple 0,9 kW crête, il y a 921 MW crête qui ont été mis en service en 2024, contre en 2020, pendant le projet de PPE, un projet d'en avoir 246 pour l'année 2025 et les suivantes. Donc si on met ça en parallèle, on voit qu'on a un ratio de baisse de 73%. Voilà. Donc c'était juste pour mettre en parallèle ce qui a été mis en service en 2025 versus les données annuelles prévues dans la PPE pour 2025 et la suite, pour voir en fait comment chaque segment de puissance va être impacté. Donc on a le petit résidentiel qui est impacté nettement à la baisse versus le sub 500 qui va être... les objectifs sont beaucoup plus ambitieux qu'ils ne sont actuellement. Voilà, donc c'était juste pour mettre ça un peu en parallèle et montrer les objectifs en fait, de la PPE et vers quoi le gouvernement souhaite aller. Cette fois, j'ai fini pour de bon. Ok. De toute façon, les supports, on les diffusera. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a eu un webinaire la semaine dernière d'Espul pour décrypter le contenu du décret. Je crois qu'il y a un webinaire, on pourra aussi le diffuser. J'imagine que certains d'entre vous y ont assisté, mais voilà, pour continuer à creuser la question et comprendre les rouages de ces textes, voilà, il y a des ressources qui sont aussi disponibles. Est-ce qu'il y a des questions Vas-y Robin. La PPE en ce moment, elle est en consultation, en concertation. Est-ce que ça sert à quelque chose de se mobiliser pour donner notre avis ou est-ce que c'est pour la forme ? En fait, c'est fini depuis le 5 avril. On est le 8, donc c'est trop tard. Ouais. Donc tu n'as plus besoin de te poser la question. Vas-y Nico. Moi, j'avais deux questions, désolé. La première, c'était la réaction des entreprises, des professionnels du secteur qui installent et qui sont plutôt sur les petits créneaux. Ouais. Et la deuxième, c'était par rapport à la dernière information. Là, on dit que on fait la part belle plutôt aux grands projets et moins de petits projets. On sait que les sites... entre guillemets dégradés, les plus importants ont déjà été exploités. Et donc, est-ce que la conclusion, c'est feu vert à l'agrivoltaïsme d'une manière massive ? Alors, sur la première, la réaction des entreprises, ça grince des dents. Au sein d'Atlanson, on a beaucoup d'entreprises qui sont soit en résidentiel, soit en moyenne, petite, moyenne, grande toiture. Donc on a pas mal d'acteurs qui font du 100-500. Et en effet, la nouvelle n'a pas été très très bien reçue, forcément. Après, il faut aussi se rendre compte que si on peut revenir sur le... Ah, c'est moi, pardon, j'accuse les autres. Si on revient là-dessus, une partie de la filière, une grosse partie de la filière était quand même d'accord sur la représentation, sur les parts sur la façon de répartir les puissances. Il y a eu un projet commun de dire que la part sur le photovoltaïque ne devait pas être baissée, mais sur la répartition,
des syndicats nationaux étaient quand même d'accord avec cette répartition-là. Du coup, le discours de la DGEC derrière, c'est aussi de dire que cette répartition, la filière a donné son aval pour cette répartition. Donc en fait, dans les territoires, ça grince plus des dents parce qu'on a plus d'acteurs du solaire qui font de la petite toiture ou du petit sol ou de la grande toiture. Mais au niveau national, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui se positionnent sur le grand sol, quoi. Et sur la question, est-ce que c'est le feu vert pour l'agrivoltaïsme ? Dans la PPE, la part agrivoltaïsme n'est pas clairement définie. C'est une part sol, grandes installations au sol, mais c'est pas écrit noir sur blanc agrivoltaïsme. Il y a une question. Ah, pardon. Moi, j'ai une Allez-y. question bête. C'est qu'est-ce qui justifie ce changement de stratégie ? Bah écoutez, on peut appeler le gouvernement. Je sais pas si vous avez un numéro. On peut lancer le débat, si vous voulez, entre nous là-dessus, mais il faut avoir en tête qu'on a un parc électronucléaire qui est quand même en pleine forme en ce moment, et qu'on est passé en 2024 sur un peu plus de 20 jours, 25 jours de coût d'énergie négatif, coût d'énergie électrique négatif. Donc évidemment, dans le cadre de la PPE, ça n'a pas laissé le gouvernement et les parlementaires indifférents. En plus, on a un acteur majeur quand même qui exploite le parc électronucléaire. Voilà, donc on a un certain nombre d'acteurs très, très présents sur le sujet, évidemment, mais un acteur aussi très endetté. Donc on voit bien les enjeux qu'il y a derrière. Peut-être nuancer quand même l'impact de la PPE à l'échelle territoriale, parce que là, ce sera la première fois où la PPE sera territorialisée. Et donc, on va avoir à intégrer justement dans le schéma régional de planification de l'énergie, entre autres, puisque le SRADET fait autre chose, mais il planifie aussi la trajectoire énergétique et le mix énergétique. Donc, on aura à décliner à l'échelle territoriale ces questions-là. Et je faisais référence à la feuille de route et Allbright. Ce sera quand même notre ligne conductrice pour les années qui viennent. Donc, on aura sans doute des débats animés sur un certain nombre de projets dits agrivoltaïques, pour faire court, voltaïques sur terre cultivable. Débat qui est déjà en cours, sur lesquels on commence à bien s'écharper dans les commissions départementales, pour laquelle on a plutôt eu, nous, sur le 35, une logique de moratoire pour l'instant, en disant, on sent bien vers quoi ça peut nous emmener, et plutôt une position assez convergente entre les représentants de la profession agricole et les élus locaux, et un État qui pousse clairement, lui, à sortir de la puissance au sol, quoi. Donc on est dans un moment où chacun, en gros, conforte ses positions. Et puis je le disais, c'est pas neutre, on voit quand même des parlementaires qui se sont saisis de la question à l'Assemblée nationale et qui ont déposé une PPL pour limiter la puissance. Alors ils attaquent le sujet plutôt par la puissance, mais un peu par la gouvernance aussi quand même, mais beaucoup par la puissance. On peut penser que c'est pas le seul sujet qui a, comme je ne vais pas faire de la redite par rapport à mon intervention de tout à l'heure, mais qui a aussi beaucoup de sujets de gouvernance et de quel est le bénéfice réel pour le territoire. Et juste, puisque André parlait de la programmation à l'échelle régionale, ayez bien en tête qu'en infrarégional, on est aussi dans la période où les plans climat des intercommunalités sont rentrés en révision, ou alors à Rennes Métropole, on était sans doute, pour les territoires les plus urbains, on était un peu en avance. Je pense que les révisions sont bien avancées et on va terminer les révisions avant la fin du mandat municipal de 2026. Pour les territoires un petit peu plus ruraux, les PCAET avaient été adoptés plutôt fin 2019, début 2020, et donc ils commencent à rentrer en révision, et que dans les plans climat, donc là on est bien à l'échelle des intercommunalités, il y a une demande dans le décret qui définit le contenu des plans climat, de définir une trajectoire en énergie renouvelable, bien évidemment, et donc le contexte se place aussi dans ce moment de révision où chacun est en train de réfléchir à sa trajectoire de développement des énergies renouvelables. Et effectivement, la question des prix négatifs qui a agité médiatiquement
une bonne partie de l'année 2024 a pesé sur les choix finaux de la PPE et de la modification de l'arrêté tarifaire. Et juste pour... Sachant que les grandes centrales au sol, quand on est dans une période de prix négatif, elles doivent se sortir du réseau, elles n'injectent plus pendant qu'on est en prix négatif, contrairement aux petites toitures qui sont beaucoup chez des particuliers et où il n'y a pas ce dispositif en tarif d'achat et où il n'y a pas ce dispositif pour les sortir de l'injection dans le réseau. L'injection, elle est garantie quand vous êtes en tarif d'achat. Si vous êtes en appel d'offres, il y a un mécanisme qui vous impose de vous sortir du réseau si il y a un prix négatif. Et c'est bien aussi le sens de l'appel d'offres qui va être simplifié, mais qui, en gros, descend en puissance pour sortir des installations du réseau en cas de prix négatif. Pour juste rebondir à la question initiale de pourquoi, il y a un argument aussi qui est beaucoup revenu et qui est vrai, c'est que faut garder en tête aussi que les petites et moyennes toitures, ça coûte plus cher. Donc ça aussi, ça a été un argument qui a été avancé. On avance et puis on va y revenir de toute façon là-dessus et sur le positionnement aussi des projets citoyens. Juste pour avancer, je propose qu'on fasse un petit zoom du coup sur les dynamiques citoyennes au niveau d'énergie partagée et de centrales villageoises. Donc Justine, je te laisse la main pour donner quelques chiffres. On a 5 minutes pour tenir le tempo. Ouais. Que j'ai moi-même fixé, donc ce serait bien que je le tienne. Bonjour et merci à nouveau d'avoir fait le déplacement. Donc je vais vous donner quelques chiffres clés chez Énergie Partagée au niveau national. Juste avant, vous dire que quand même, on a initié un gros travail de fond du coup en 2024 sur notre base de données, sur notre carte de l'énergie citoyenne, sur l'observatoire. Donc là, les chiffres, c'est toujours en cours d'actualisation, même si le gros a été fait. Donc moi là, j'ai plutôt choisi la prudence. Donc ils sont peut-être un petit peu sous-estimés, mais voilà. Donc en 2024, Énergie Partagée, ça représente donc 300 projets solaires citoyens labellisés. Donc déjà, bravo à vous, dont plus de 200 en exploitation. Ça représente du coup 160 gigawattheures produits par an. Et donc, petit point sémantique, ici, je parle bien de projets. Je ne parle pas du coup des structures citoyennes, qu'on dénombre au nombre de 170, qui portent ces projets. Je ne parle pas non plus des sites de production. Donc, en fait, quand on parle de projet, on parle, pour aller vite, de grappes. Voilà. Et on va bientôt avoir, enfin, on a déjà, mais la nouvelle fonctionnalité de justement pouvoir référencer tous ces sites de production. Et donc, on va lancer une large campagne de collecte au second semestre à laquelle vous serez tous invités à participer pour nous permettre d'avoir enfin ces chiffres sur les centaines, voire peut-être milliers de sites de production qui composent tous ces projets. Voilà. Oui, sur la répartition, sans grande surprise, on a une très large majorité de projets PV en toiture, plus de 80%. Une petite cinquantaine de projets PV au sol, donc environ 15%. Quelques projets d'ombrières, 6 de mémoire, mais voilà. Et puis un de PV flottant, quand même. Voilà. Et puis, là, je parle sous le contrôle aussi de mes collègues du pôle investissement d'énergie partagée. Mais sur ces 300 projets solaires citoyens labellisés, un peu plus de 80 ont été cofinancés donc, par Énergie Partagée Investissement. Et donc, je le répète, je vous invite à aller explorer cette fabuleuse carte de l'énergie citoyenne, jouer avec toutes les petites fonctionnalités qui sont désormais accessibles. Il y a plein de tutoriels aussi qui sont à votre disposition pour vous guider justement dans la saisie de vos projets et bientôt dans la saisie de vos sites de production. Et voilà, c'est important parce que ça permet évidemment de nourrir l'observatoire, le plaidoyer, de communiquer. On en a besoin, on compte sur vous. Vous serez accompagné par vos réseaux régionaux sur tout ça au second semestre. Voilà, et je crois que c'est tout pour moi. Et je passe la parole à Morgane de l'Association des centrales villageoises.
Merci Justine. Donc Morgane Besson, je suis chargée de développement à l'Association des centrales villageoises. On m'a accordé, je crois, 2 minutes de parole, donc je vais essayer de m'y tenir. Non, une seule, parce que moi, il m'en faut une aussi. Une seule, carrément. Non, Oh là là. Donc peut-être en un mot, le réseau central villageoise, je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'est un modèle un petit peu particulier d'énergie partagée. Donc tous les projets centrales villageoises sont labellisés projet énergie partagée, et c'est un modèle qui est un petit peu plus particulier, notamment sur les questions de gouvernance, de lien au territoire et de territoire d'action. On essaye vraiment de raisonner sur des bassins de vie un petit peu plus restreints que parfois certains projets d'énergie partagée, mais néanmoins on travaille complètement en collaboration. L'association nationale a donc une convention avec Énergie partagée annuelle. Et donc aujourd'hui, les centrales villageoises en France, c'est 76 collectifs répartis donc dans 10 régions. Quand on voit la carte, on voit bien que le modèle, il est né en ex-région Rhône-Alpes, de l'Agence régionale de l'énergie, Aura2E à l'époque. Et donc voilà, ça explique la concentration, mais on essaime petit à petit un petit peu partout en France, de par aussi les sources de financement qu'on peut avoir. Et du coup, à ce titre, je souhaite remercier la région Bretagne, qui fait partie des 3 régions en France qui nous soutiennent, avec la région Grand Est et la région PACA. Et donc voilà, donc en France, les centrales villageoises, nous on raisonne plus en installation, donc en site de production, donc c'est un petit peu plus de 530 installations photovoltaïques en service pour 13 MW crête dans le réseau. Hop. Et si je passe un petit peu zoom sur la région Bretagne, on a aujourd'hui 5 collectifs centrales villageoises qui sont répartis en Bretagne. Donc on a les locaux de l'étape qui sont les centrales villageoises Soleil-sur-Vilaine. On a aussi donc les centrales villageoises Ransembrot, Luciole Énergie, West Cornouailles, et puis les petits nouveaux des centrales villageoises de Pléber-Christ autour de Morlaix qui sont entrés dans le réseau là tout début 2025. Et donc il y a une belle dynamique sur ce territoire breton, en belle articulation avec le réseau Taranis. C'est vrai qu'on travaille vraiment en collaboration, ce soit sur l'accompagnement des collectifs et puis aussi sur la partie formation, où on essaye du coup de répartir les formations qui sont données sur le territoire breton. Et du coup, je me permets un petit instant de pub, parce qu'on organise une formation sur les études structures le 13 mai prochain à Pléber-Christ, justement, donc à Morlaix. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à vous inscrire. Et puis je crois que je vais laisser la parole à Julien. Ouais, et je rebondis sur. J'ai suivi cette formation sur les études structures de grande qualité, et c'est vrai que c'est précieux d'avoir ces liens avec des réseaux qui vont creuser vraiment des sujets techniques que nous on n'irait pas forcément. Donc très chouette ce partenariat qu'on peut avoir. Pour continuer le petit zoom sur la Bretagne. Une petite carto du coup des dynamiques citoyennes. Donc là, on a représenté que les coopératives qui développent des projets solaires. Mais on pourrait rajouter plein de petits points sur des projets éoliens en développement ou des projets photovoltaïques, des projets de méthanisation et aussi un projet de chaleur renouvelable qui a été labellisé très, très récemment. Donc voilà une belle dynamique avec aujourd'hui un parc éolien qui est en exploitation, donc Bégawatt, et 8 en développement avec une belle dynamique en Ille-et-Vilaine, notamment avec les liens avec le SDE 35 et la SEM Énergive, où on travaille vraiment en lien et pour faire émerger ces projets de territoire. Donc voilà, on a aujourd'hui 17 collectivités aussi qui sont dans notre réseau. Une part qui continue d'augmenter, même si maintenant ça stagne un petit peu et on a quelques collectivités qui hésitent à repartir avec les contraintes budgétaires, mais bon, c'est comme ça. Et 22 partenaires dans nos adhérents. Donc voilà, on va laisser la parole on aura plusieurs bénévoles là, des coopératives qui vont intervenir au cours de la journée. Et donc si on fait un petit zoom sur le PV, en toiture on a 2,4 MW, donc une cinquantaine de sites en exploitation, et 1,3 MW qui est en développement, et au sol 24,4 MW en développement. Donc voilà, j'ai pas
mis plus d'indicateurs que ça. C'est pareil, on est aussi en train de remouliner les chiffres pour donner de la visibilité à tous ces projets. Et donc voilà, j'ai préféré mettre en avant plutôt des belles photos d'inauguration des collectifs citoyens. Là en bas, c'est les bénévoles de Soulaiwatt, donc avec des projets de Kerwatt à Saint-Germain-du-Pinel en Ille-et-Vilaine. Les bénévoles d'Oncimet, donc sur le Pays de Lorient, sur la photo à droite. Et 4 autres photos donc de sirènes à Rennes. Sénélios, je ne sais pas, j'ai pas vu de bénévoles de Sénélios, mais qui sont du côté de Vannes, Séné. Les collègues de Trégor Énergétique avec la centrale de Tinature et ECOP, l'énergie citoyenne du bout du monde à Brest. Donc voilà, c'est la transition. Je vais vous laisser entre les mains de Bruno pour continuer la deuxième table ronde qui va aller un peu plus loin justement sur les projets citoyens. Donc voilà, Bruno, je te laisse le micro. Eh bien, pour pas être tout seul, bonjour à tous, à ceux que j'ai pas vus. Pour pas être tout seul, c'est un peu stressant dans une grande salle comme ça. Je vais faire appel à 3 amis. Donc Kerwatt, les boucles, les centrales villageoises de Rance-Émeraude, et puis Sirène. Alors avec les prénoms, c'est mieux. Il y a Denis, Vincent et Michel. Merci de pas me laisser seul comme ça. Alors l'idée, on a fait l'entonnoir, c'est pas très original. On a repris le factuel un petit peu de l'actualité. Vous pourrez réviser avec tous les chiffres et toutes les données qu'on pourra vous retransmettre. L'idée, c'était de pouvoir descendre jusqu'aux acteurs locaux, ceux qui font sur le terrain, et de voir comment eux sentaient cette actualité. Donc l'objectif de la table ronde, c'est concrètement quel impact de la révision du tarif S21. Ça peut être est-ce que c'est douloureux ou pas. Et puis aussi ne pas oublier qu'on peut réagir, trouver des solutions. Donc on en parlera dans les ateliers tout cet après-midi, mais au moins commencer un petit peu à chaud. Comment est-ce que chacun voit les choses? Vous, votre point de vue, et puis on pourra échanger avec la salle, parce qu'on les a un peu bridés sur les questions, vous avez remarqué. Donc Michel, on peut commencer par Kerwatt. Michel, tu as le micro devant toi. Comment est-ce que vous, à Kerwatt, avec vos 10 centrales de mémoire, 10 centrales en exploitation, 9 centrales, une 10e pardon, qui arrive après-demain. Et qui sont essentiellement tout en revente totale. En vente totale. Oui. Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, tu as la zapette, mais je vais peut-être le faire, ça va être plus simple. Vous avez quand même le droit de vous présenter brièvement, même si on reparlera dans les ateliers plus profondément des projets. Mais quand même, il faut passer par la présentation. Tout le monde ne te connaît pas encore, ni Kerwatt, ni toi. Sur la carte, on voit à peu près ce que l'on est aujourd'hui. Les collectifs, c'est 6 collectifs. Donc, on a Trégor Énergétique pour Lannion, Dode de Bretagne, Soulaiwatt pour Vitré, Étoile Solaire, enfin vous les avez tous, Questembert qui vient tout juste de nous rejoindre, et Iker sur Pont-l'Abbé. Nos chiffres, nous, on a 506 sociétaires, ça c'était les chiffres fin 2024, donc la dernière AG. On a collecté pas mal d'argent, c'est 372 000 €. En gros, c'est nous en financement citoyen, on est 50-50. On n'a pas 8 mais 9 centrales en production. On en a une la semaine dernière et une cette semaine, qui fera la 10e. Et puis, et en termes de kits plug and play vendus, on est aujourd'hui au chiffre de 220. Et on était à 150 fin 2024. Enfin, oui, c'est ça à peu près. Pour demain, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de projets en études. On est surtout en train de travailler avec EPV, donc Énergie en Pays de Vilaine, avec notamment Nicolas qui est dans la salle, sur un premier projet d'autoconsommation pour Kerwatt. Et ça va être un premier axe d'amélioration pour le futur, donc basé sur les centrales qu'on a déjà en production.
Sur les nouvelles centrales, à mon avis, enfin, on en a un petit peu parlé entre nous, mais pas beaucoup, parce que le S21, c'est tout récent. On va être obligé de partir sur des solutions avec de l'autoconsommation immédiatement, sinon pas en revente totale. Enfin, ça va dépendre beaucoup des chiffres, finalement, qui vont être annoncés sur le S21. Et puis, qu'est-ce qu'on a de particulier? Moi, je trouve qu'on est un petit peu au point mort aujourd'hui, globalement. Voilà, sans trop rentrer dans le détail. Première réaction à chaud et tu auras le droit de revenir Oui. ensuite. Oui, c'est moi qui ai la zapette. Denis, quelle est ton impression, enfin, au sein du collectif, quelle est votre impression, même si on détaille cet après-midi dans l'atelier des pistes sur la CC, mais avant ça? Notre impression, c'est qu'on doit changer notre modèle, puisqu'on était quand même essentiellement basé, enfin même totalement basé sur l'obligation d'achat, même si très rapidement, après notre création, on se lançait dans l'idée de l'autoconsommation collective, qu'on a fait une première tentative qu'on réexpliquera cet après-midi, et que là, on repart sur la création d'une boucle autour de l'Envalais. Mais on se dit que maintenant, effectivement, il va falloir qu'on fonctionne essentiellement autour de l'autoconsommation collective. Nous, on a quasiment acté que l'obligation d'achat, ça allait disparaître, et que donc si nos installations actuelles ou les 2 ou 3 prochaines se feront peut-être encore en obligation d'achat, pour le reste, on a acté qu'il va falloir travailler autour de l'autoconsommation collective, et on est prêt à ça. Et c'est même quelque chose qui nous motive beaucoup depuis assez longtemps, mais c'était un peu compliqué à mettre en place, donc on a pris un peu de retard. Est-ce que tu peux préciser les 6 installations en production, comment elles ont été financées, comment elles fonctionnent aujourd'hui en donc termes les de 6 valorisation? installations en production, elles sont toutes actuellement en obligation d'achat, et il y en a une qui va être utilisée pour la création de la boucle qu'on envisage dans les semaines ou dans les mois prochains. Et on a sélectionné l'installation qui est la plus rentable dans ce domaine. On a été obligé un peu de raisonner en termes de rentabilité, puisque l'équilibre financier est quand même un peu compliqué, puisque d'autre part, en dehors de la S21, il y a les variations des prix de l'énergie et les prix qui sont proposés aux communes qui nous ont pas mal impactés. Donc on a revu notre copie. Voilà. Parole au suivant. Pour une réaction à chaud, pareil, Vincent. Alors, pour présenter rapidement Sirène, on est une entreprise qui a été créée en 2019 et on va bientôt fêter nos 6 ans d'existence. On a 14 installations, donc 14 compteurs raccordés au réseau public. Et une puissance de un peu moins de 500 kW et 2000 m² de toiture qui sont couverts de nos panneaux solaires. Donc on a 2 installations qui sont en injection totale, qui étaient sur le S17 en l'occurrence, pour continuer à parler sigle barbare. Et toutes les autres installations sont en autoconsommation collective, puisque dès le démarrage, on s'est lancé dans un chantier où on a beaucoup défriché cette réglementation. Et donc on a pu mettre en service 2 opérations d'autoconsommation collective à Rennes en 2023, donc il y a 2 ans de ça, et une 3e opération qu'on a démarrée en mi-2024 à la Chapelle des Fougerets, à côté de Rennes. Et à chaque fois des opérations d'autoconso collective solidaire, où par le tarif, on met en place un mécanisme de solidarité entre les participants et qui s'appuie aussi notamment sur le fait que l'entreprise Sirène qu'on a créée est une entreprise solidaire d'utilité sociale avec l'agrément ESUS, que vous connaissez peut-être, qui est délivré par l'État. Donc grosso modo qui labellise que Sirène est une entreprise qui ne fera pas qui garantit l'absence de super profit. Donc ce mécanisme d'autoconso collective, on a bien l'ambition de continuer à le déployer, puisqu'on a pour cette année l'ambition de déployer à nouveau à peu près 200 kW de puissance sur plusieurs toitures.
et soit pour renforcer les périmètres existants de nos opérations d'autoconso collective, soit pour ouvrir de nouveaux périmètres sur des communes où des collectifs d'habitants se mobilisent et du coup s'associent avec Sirène et l'association Énergie du Pays de Rennes pour mettre en place ce mécanisme d'ACC. Donc si je comprends bien, là la réaction c'est même pas peur, on avance et on va même un petit peu plus vite que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Est-ce que c'est ça qu'on doit entendre ? Disons que nos premiers résultats permettent de rassurer les partenaires qu'on peut trouver autour de nous. Et effectivement, on a eu la chance, je ne sais pas si on peut dire qu'on a eu le nez creux, mais puisqu'en fait, on vend l'électricité en local directement auprès des habitants à un tarif qui est le tarif que l'on peut proposer. Donc c'est un juste prix de ce que ça nous coûte, l'électricité qu'on peut produire. Et on trouve des habitants particuliers, entreprises, collectivités, qui font le choix de chercher à s'approvisionner en renouvelables locales solidaires que l'on peut proposer. Donc effectivement, on est moins exposé aux aléas des tarifs, enfin de la réglementation sur les tarifs. Donc c'est une opportunité qu'on va chercher à développer, mais on reste, enfin c'est pas qu'un monde bisounours, quoi. On reste quand même dans un contexte de marché, tu le disais, Denis, où le prix de l'électricité, là cette année, a plutôt une variation à la baisse. Donc pas sûr qu'on puisse être toujours compétitif par rapport au prix d'un nucléaire pseudo-amorti. Mais nous, c'est le prix qu'on propose et après, c'est un choix d'achat que l'on peut faire, quoi. Donc si j'entends bien, par rapport à votre expérience, c'est finalement un choix que vous avez fait il y a déjà un petit moment qui permet effectivement de vous exonérer de la difficulté du changement du S21. Si j'entends Michel et Denis, OK, on est en train de reformater, de re-questionner notre modèle, on va partir en ACC. Donc là, on entend en creux, en fait, on entend surtout ACC, donc autoconsommation collective. J'ai l'impression qu'en creux, par rapport à cette ACC, il y a quand même, enfin, par rapport au changement du S21, il y a quand même une autre question, c'est ACC ou CCA, jouant avec les acronymes, CCA, compte courant d'associés. En fait, une autre question qui se cache derrière ce changement du S21, c'est aussi le financement des projets. Comment est-ce que vous avez réussi à financer tous les trois vos projets actuellement ? Alors, soit Sirène en ACC déjà, ça c'est une question, soit pour vous deux avec une vente totale. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui pour vous ? Comment vous anticipez les choses ? Mais comment ça se passe aussi auprès de vos partenaires bancaires, par exemple ? D'où le jeu de mots débile entre les deux acronymes. Il n'y a pas que le tarif qui disparaît ou qui baisse, mais aussi le mode de financement. Oui, c'est particulièrement vrai pour nous, puisque peut-être par rapport à Kerouac ou à Sirène, on a fait un peu plus appel à l'emprunt bancaire, hein, puisque nous, on finance à hauteur de 80% par emprunt bancaire. Donc on est effectivement très dépendant de la volonté des banques de nous suivre ou pas et des conditions qu'ils vont nous faire. L'obligation d'achat avait l'intérêt que ça permettait de garantir facilement l'emprunt. La banque disait, bon, bah, très bien, si vous coulez, nous, on recevra l'argent d'EDF à votre place. Donc ça permettait un nantissement qui était non facturé, alors que maintenant, on sera plutôt sur de l'hypothèque de l'installation. Donc ça aura un coût. Si la banque veut bien suivre sur ce plan-là. Donc là, on a eu des contacts dernièrement sur des projets à court terme qui sont en cours d'installation ou qui sont prévus pour les 6 à 12 mois à venir, pas de problème. Pour la suite, là, point d'interrogation. Ils nous ont dit, pour le moment,
on ne vous suit pas au-delà de 6 à 12 mois. On verra plus tard. Je reviens juste sur l'autoconso. Ce n'est pas qu'un choix financier pour nous. C'était vraiment une volonté dès le départ parce qu'il nous semble que c'est le mode de valorisation le plus vertueux, le plus intéressant. Donc ce n'est pas qu'un choix financier lié aux événements actuels, aux évolutions actuelles. Donc c'était, comme je le disais tout à l'heure, une chose qu'on voulait développer dès le départ, mais qu'on a mis un peu de temps, puisque pour démarrer, et comme on a quand même réussi à faire 8 installations en 2 ans, l'obligation d'achat, c'était beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ça. On n'a pas de contact récent avec notre banque qui est la BPGO. Mais on sent effectivement que ça va être compliqué de négocier avec eux par rapport aux conditions qu'on a eues jusqu'à maintenant. Donc les comptes courants d'associés, on en a parlé, mais très brièvement. Il faudrait peut-être que quelqu'un parle du projet Bretison qui est monté sur ce montage financier justement de comptes courants d'associés. Moi, on n'est pas trop bien placé pour en parler parce qu'on ne fait pas partie de la boucle de Bretison. Mais eux, ils ont mis en place avec notamment les centrales villageoises, les survoltées et la sirène. Vous êtes déjà entré dans ce modèle de compte courant d'associés. Donc, est-ce que ce n'est pas un modèle vers lequel il faut aller? C'est-à-dire chercher des investisseurs privés qui acceptent de mettre des sous dans Kerwatt, par exemple, et puis avec des taux de rémunération qui soient à la hauteur de ce que ces gens-là attendent et de ce que nous, on peut faire comparé à une banque qui vient nous financer. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une piste? Enfin, je pense que c'est une piste, mais qu'il va falloir creuser, qu'on n'a pas encore démarré. Et puis, pour l'ACC, nous, notre but, c'est un petit peu comme aux centrales villageoises. On a démarré en revente totale parce que le but, c'était de faire des projets avec un équilibre économique qui est limite. En ACC, ça va être compliqué avec les tarifs actuels. Mais on part tous sous l'hypothèse que les tarifs vont remonter. Donc, à un moment donné, ça va valoir le coup. Il y a des clients qui vont accepter de nous suivre parce qu'il y a un côté aussi éthique qu'on ne parle pas assez. Et donc, ils vont accepter de payer un petit peu plus cher. C'est un peu le cas des clients Enercop aujourd'hui. On est un certain nombre dans la salle à être clients Enercop et avoir accepté pendant plusieurs années de payer notre électricité 10, 15, 20, certains même 30% plus cher que le tarif réglementé. On va être un peu dans cette optique-là. Voilà. Et quand tu disais les tarifs, tu indiquais les tarifs d'achat de l'énergie sur le marché? Oui. Okay. Oui. Qui ont baissé dernièrement. Mais qui sont, d'après les spécialistes, qui ne pourraient que remonter dans le futur. Mais aujourd'hui, on travaille à court terme. Donc, j'ai l'impression qu'il t'a tendu la perche pour avoir un petit peu plus de détails sur votre coopération avec Bretison. Est-ce que tu acceptes cette mission? Oui, on pouvait se partager, puisqu'effectivement, CVRE, Sirène et les Survoltés sont les 3 coopératives citoyennes qui sont en partenariat avec la société de projet Bretison, donc qui est portée, qui a été développée par le syndicat départemental des énergies à couvrir plusieurs sites dégradés, des terres d'enfouissement de déchets non dangereux, de centrales au sol. Donc il y a eu un partenariat dès le départ avec les collectifs citoyens du coin et qui va se concrétiser là cette année puisqu'on va participer au financement, le gros morceau du financement, et donc c'est 500 000 € que l'on va chercher à collecter auprès du public, de tout citoyen qui le souhaite, et en utilisant le mécanisme de compte courant d'associés. Donc le public va pouvoir prendre des parts, un nombre de parts minimum de la coopérative, et surtout souscrire à du compte courant d'associés qui va être bloqué 10 ans. Et avec cette collecte, les sociétés citoyennes vont prendre là aussi du compte courant d'associés dans la société de projet de Bretison pour être le financement par les citoyens dans ce projet collectif. Et on me fait signe dans l'oreillette que je n'ai pas, mais plutôt par papier, que nous débordons sur l'atelier de cet après-midi. Pas en temps. En temps, on est bien. Mais plutôt que de parler tout seul, on peut peut-être écouter les questions
et de se dire que c'est déjà parti là-bas. Donc pour les CCA, on en reparlera cet après-midi, et de plein d'autres pistes pour rester, pour garder une ACC enchantée. Ça marche. Oui, j'avais une question concernant Sirène. Je vois quand même que dans leur financement, il semblerait que ce ne soit pas négligeable de vendre 918 kits plug and play. Est-ce qu'on peut connaître le ratio de ce que ça apporte à Sirène de cette activité-là, que n'ont pas les autres, à cette échelle? Alors effectivement, on a lancé en 2022 avec l'association Énergie du Pays de Rennes des achats groupés de panneaux solaires plug and play. Ça rencontre un franc succès. Et cette activité, effectivement, représente une part non négligeable dans le chiffre d'affaires de Sirène, et qui a permis de renforcer la trésorerie, et ce qui permet aussi de financer avec moins d'emprunts bancaires les nouveaux projets de centrales en toiture. Donc, et c'est la moitié à peu près du chiffre d'affaires qui provient de la petite marge qu'on a sur les panneaux plug and play, mais qui constitue un pécule plutôt appréciable pour les finances de la coopérative. Est-ce que ça répond bien à la question? Moi, ce que j'entends en creux, c'est là, il y a une question et une réponse qui est essentiellement sur la partie chiffre d'affaires ou finance. Mais dans la démarche d'ACC qu'il y a là, même si on le reprend cet après-midi, il y a un complément d'implication et de sensibilisation tout autour des projets. Oui, alors c'est pas lié à l'ACC, mais c'est vraiment dans l'implication et la pédagogie que ça apporte. Pour faire simple, ces panneaux plug and play, c'est pour la plupart des participants, c'est une façon de palper le photovoltaïque. Et je pense qu'on a du boulot en France à faire passer le message que le PV n'est pas du tout quelque chose dont il faut avoir peur, et que ça représente un potentiel considérable. Et dans les premières enquêtes qu'on a pu faire des participants, c'est plus de la moitié qui se lancent après dans d'autres projets d'équiper leur toiture de 3 ou 6 kilowatts, de prendre des parts dans une société citoyenne, de se lancer après dans d'autres projets sur le photovoltaïque. Comme la première question a été posée, maintenant c'est facile pour la suite. Donc la deuxième question est la bienvenue. Oui, bonjour, Olivier Bourgogne. Je remercie le dernier témoignage de Sirène, parce qu'on est nous dans ce scénario-là. On a lancé aussi une opération kit, et puis en parallèle il y a un collectif qui est en train de se créer, et il y aura forcément une jonction qui va se faire là-dessus. On vient avec beaucoup de questions qui seront traitées cet après-midi sur les modes de financement, mais j'avais quelques messages aussi à faire passer, notamment aux 3 accueillants du début. Je voulais amener un remerciement à l'ADEME, qui historiquement a été le premier soutien d'État du réseau énergie partagée en 2010. Et en ces temps d'obscurantisme politique et de remise en cause des agences de l'État, je pense que c'est important de leur resignaler notre affection et nos remerciements. Deuxième chose, c'est pour les élus régionaux. Vous avez parlé de moratoire sur l'agrivoltaïsme, mais en fait, vous allez être une pompe aspirante à l'agrivoltaïsme, parce que vous avez une des plus faibles quotes-parts de France sur les raccordements. Et il y a des messages... Ah non, ça est peut-être un peu remonté, mais vous êtes dans les tarifs un peu planchers. Bon, ok. Mais du coup, il y a un message, c'est pour les élus régionaux à faire remonter au niveau national. La logique des politiques timbre-poste et d'équité de développement n'est pas respectée sur le développement des ENR, puisqu'on a des quotes-parts très différents d'une région à l'autre. Et nous, en Bourgogne, on aimerait bien développer, mais du coup, seuls des très gros projets sortent parce qu'ils sont capables de supporter les quotes-parts, et les petits projets un peu malins ont du mal. Donc à vous, élus régionaux, entre vous, au sein de l'association nationale, de reposer ce débat-là, comme a été posé le débat de la tarification différenciée par région, mais maintenant ça n'a plus lieu d'être, au niveau des instances nationales, des GIEC et autres. Et puis, un petit message aussi pour Justine et l'animation nationale. Ce serait bien un jour de parler de chiffres. Moi, j'avais fait un petit calcul de coin de table. L'ensemble des investissements citoyens en France, c'est plus de 2 milliards d'euros.
Et 2 milliards d'euros, ça commence à parler en termes de chiffres quand on discute business, entre guillemets, et plan d'investissement dans le monde des énergies. Voilà, merci. Donc pas vraiment de questions, les questions elles seront plus techniques cet après-midi. Merci. Je veux bien juste apporter une précision sur la question entre guillemets du moratoire. C'est-à-dire qu'on a plutôt procrastiné en fait que moratoire. Parce qu'en fait, comme les dossiers arrivent en CDPNAF et surtout avec en gros l'activité agricole étant de l'ovin, qui est quand même pas une production bretonne, enfin il y a de l'ovin en Bretagne, mais enfin voir progressivement une part de vin grimper comme ça dans le cheptel, on voit qu'il y a une forme d'appel d'air sur cette production liée uniquement à la production d'électricité par du PV au sol. Donc c'est un peu comme ça qu'on a vu entre guillemets cette histoire de moratoire, c'est-à-dire avant de forger une doctrine dans les commissions départementales, les CDPNAF, regardons les dossiers qui arrivent et tous ceux qui nous paraissent être douteux, de ne pas vouloir les traiter. Donc, bon, on savait qu'on ne tiendrait pas des mois et des années comme ça, parce que l'État, lui, dit c'est bien gentil, mais qu'est-ce que je raconte aux porteurs de projet? Donc on l'aide toujours à rédiger le PV de la CDPNAF pour montrer que le dossier, il faut qu'il revienne, mais on sait qu'il va revenir. Donc autant avoir formé la doxa en ordre de bataille en quelque sorte, et on vient de le faire là en Bretagne, donc c'est pas tout à fait inintéressant. Bon, les syndicats d'énergie eux-mêmes de leur côté, parce qu'ils sont parfois appelés à accompagner certains projets, ont également formé un bout de doxa, donc nos doxas sont très proches les unes des autres. Et quant au lobbying que peut faire Région de France à l'échelle nationale sur ces questions-là, on aimerait bien faire partie des lobbyistes puissants, mais on mesure la faiblesse de notre capacité à agir. Donc on le fait, mais on sait aussi que d'autres sont beaucoup plus forts que nous dans le lobbying. Oui, Olivier. Ouais, moi, je veux bien juste faire un petit commentaire sur la question des quotes-parts pour les raccordements. Si la Bretagne avait une quote-part qui était très faible, c'était bien parce que dans les années 2010, il y a eu un plan électrique breton, un pacte électrique breton qui visait effectivement à déployer des énergies renouvelables parce que la Bretagne n'a pas de nucléaire installé sur son sol et que la Bretagne était dans une fragilité électrique dans les années 2010. Donc il y a eu une quote-part faible sur les raccordements ENR, justement pour développer les ENR et garantir une meilleure autonomie électrique de la Bretagne. Aujourd'hui, cette situation-là, de ce que j'en sais des dernières consultations qui ont pu avoir sur la quote-part, elle est un peu finie. La quote-part, elle va faire x3 ou x4, elle va x4, me dit-on dans l'autre oreillette à ma droite, et elle va être quasi identique à ce qu'on a dans plein d'autres régions dans la moyenne nationale. Et juste... n'imaginez pas que les élus régionaux aient un rôle très puissant dans la fixation de la quote-part. Pour avoir eu la discussion, y compris avec des grands gestionnaires de réseau, je pense à RTE, la quote-part, elle est essentiellement fixée par RTE sur la base du montant des investissements qu'ils ont à consentir pour raccorder les ENR et des investissements réseau de transport qu'ils ont pour accueillir les ENR, mais plutôt les grandes installations, celles qui vont plutôt qui vont impacter le réseau de transport. Alors évidemment, il y a un rôle aussi de Enedis, gestionnaire du réseau, sur la partie distribution, mais globalement, les montants, ils sont fixés de ce côté-là, en lien avec la commission de régulation de l'énergie, et les élus locaux, on est consultés. Notre réaction en général, c'est de dire si ça pouvait être moins cher, ça nous arrangerait mieux pour développer les ENR. Mais la capacité des investisseurs à accepter notre réaction, en général, elle est assez faible. Et ils nous disent, de toute façon, les investissements, il va falloir les payer en poste-source, en nouvelles lignes, en nouveaux transfos. Et ça a un prix. Et de toute façon, il faut bien que quelqu'un paye ce prix-là. Et c'est ça qui est couvert par la quote-part. Alors, ce n'est pas l'intégralité du prix, mais c'est une partie du prix. Merci pour la précision de la question sur la question d'Olivier. Vincent, tu as levé la main? Oui, pardon, Michel.
C'est moi. Non, moi je voudrais juste un peu rebondir aussi sur ce que Denis a dit tout à l'heure. Et certains connaissent déjà, certaines et certains connaissent déjà ma position aussi sur ce sujet. Moi je trouve que la suppression du S21, c'est aussi pour les sociétés citoyennes. Je ne parle pas pour les installateurs, comme ça nous a été dit pour Atlanson tout à l'heure, mais moi je trouve que c'est une formidable opportunité qu'on a. Cette suppression du S21, de s'autonomiser par rapport à la subvention publique. Et du coup de prendre un peu notre indépendance par rapport à ça. Et on voit bien qu'il y avait pas mal de collectifs qui étaient en réflexion, qui travaillaient toujours par habitude dans des centrales en réinjection dans le S21 classique, et qui se posaient des questions sur la CC, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et c'est peut-être justement un très bon moment pour dire, un peu comme Denis le disait tout à l'heure, de franchir le pas. Voilà, on franchit le pas, on se posait la question, maintenant on n'a même plus à se poser la question, on se lance dedans. Et du coup, ne plus dépendre des subventions, c'est ne plus dépendre de toutes ces choses qui sont irrégulières, cette mouvance qui se fait. Et aujourd'hui, on peut le faire tout à fait avec des centrales qui tournent, avec des boucles d'autoconso où on approche les 100% de valorisation locale. Donc on n'a même plus besoin de revente de surplus, sans vraiment grande difficulté. Et je réinsiste encore une fois. Alors c'est facile, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc moi je travaille avec Vincent au niveau de la Sirène. Mais monter une boucle d'autoconso, c'est vraiment facile. Voilà, il faut démystifier c'est vraiment pas compliqué de faire de l'autoconso. C'est juste un mode de valorisation différente. Alors je sais, moi comme tout le monde, avant de l'avoir fait, je trouvais ça extrêmement compliqué. Et là maintenant, en fait, une fois qu'on a compris le truc, qu'on l'a fait une fois, on se rend compte qu'en fait, c'est pas compliqué. Le plus dur, à la limite, c'est l'installation des centrales, tout l'administratif, mais ça dépendait pas. Ça, c'est pas une spécificité de l'ACC. Ça, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà, même quand on travaillait en S21. Mais faire de l'ACC, une fois qu'on a fait une fois, on se rend compte que c'est bien facile et qu'on est équipé des bons outils. Donc voilà, je voulais être la note positive aussi sur ce qui bouge au niveau du S21. Merci Michel. J'ai l'autorisation d'une dernière question et ensuite, ça sera la pause. Oui, je voulais revenir sur les heures négatives, qui est quand même assez choquant, et poser la question à l'ADEME, est-ce qu'au niveau national, voire européen, il y a une réflexion, il y a des études qui sont en cours pour utiliser cette électricité gratuite, par définition, puisqu'elle est sédentaire. Je vais renvoyer la question à mes collègues du siège, mais mon voisin de gauche a des éléments de réponse. Je vous remercie, André. Merci. Je veux bien m'y risquer, parce que c'est vraiment l'enjeu de demain, c'est ce qu'on appelle la flexibilité. C'est-à-dire que plus on va avoir des énergies intermittentes, plus l'ajustement offre-demande va être difficile. On a été dans un système hyper centralisé depuis 50 ans, en gros, depuis qu'on a développé la distribution d'énergie électrique en Europe. Et d'ailleurs, on voit qu'aux États-Unis, qu'on donne souvent en exemple, c'est un peu un contre-exemple de ce point de vue-là sur la question des équilibres. Vous avez vu que la Californie, à certains moments, manquait d'électricité et qu'ils faisaient de l'effacement parce qu'ils étaient incapables de faire de la flexibilité. Donc l'effacement n'est pas la flexibilité. La flexibilité, c'est effectivement être capable de mieux ajuster offre-demande, mais surtout d'être capable, à certains moments, de stocker de l'énergie électrique. Donc c'est ce que développent les Australiens, ont des gros projets avec notamment des batteries. Il y a d'autres moyens de stocker. Donc c'est la combinaison d'ensemble de facteurs, mieux ajuster offre-demande, mais également quand il y a une production, plutôt que de la mettre au sol, ce que disait Olivier, d'essayer de l'utiliser utilement. Et alors certains font, vous savez, des systèmes de pompage. On remplit en fait une réserve d'eau et on redescend l'eau ensuite et on turbine pour produire de l'électricité. Il y a différents types de stockage, mais on peut penser qu'à certains moments, l'énergie négative trouvera quand même des clients. On pense tous un peu aussi à l'hydrogène quand même, qui est une façon de stocker de l'énergie, même si en termes de thermodynamique, c'est pas terrible. On fait d'abord un transfert dans un sens, puis on refait dans l'autre. Et le bilan global en termes thermodynamiques, il n'est pas terrible. Mais donc c'est toute cette question de la flexibilité des réseaux énergétiques et particulièrement des réseaux électriques, puisque aujourd'hui, les capacités de stockage sont faibles. Et les outils de flexibilité sont presque tous à inventer dans un pays où le talon quand même reste très électronucléaire. Donc c'est normalement moins exigeant
en termes de flexibilité, mais on sait, d'ailleurs en discutant avec les grands comptes, les grands opérateurs de réseau, que la France est très en retard en flexibilité par rapport à d'autres pays européens. Essentiellement parce qu'on avait le compteur bleu et qu'on était assez content de notre compteur bleu. Et voilà, donc certains admettent que le compteur bleu, c'était un peu c'est la flexibilité de grand-papa, quoi. Juste, on va passer à la pause dans 20 secondes, mais vous avez dans la salle, si vous voulez en savoir plus sur ces questions de flexibilité, c'est un collègue du SDO 35, François Bellini. Il peut se lever, François. Qui sera dans l'atelier juste François, après. il est dans un atelier juste après. C'est quelqu'un qui connaît très bien ces sujets de flexibilité. Si vous avez des questions sur la flexi, sur les prix négatifs, sur pourquoi il y en a, comment se forment les mécanismes de prix, tout ça, vous allez le voir, vous lui posez plein de questions, il va répondre à tout. Merci Olivier pour la Tu me transition. remercies François, et on va pouvoir aller à la pause. Donc le café, c'est par là. Les ateliers suivants, c'est dans 6 minutes. Merci à vous.